Selon les données, il y a plus de 20 millions de millionnaires aux États-Unis et environ 1,7 million de millionnaires au Canada en 2022, ce qui peut sembler comme beaucoup, mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que devenir millionnaire ne ressemble souvent pas à ce qui est vu dans les films. Après tout, être millionnaire ne se résume pas à posséder une toute nouvelle Porsche, ça signifie avoir une valeur nette supérieure à 1 million de dollars. C'est-à-dire avoir 1 million de dollars en espèces, en investissement, en capitaux propres et tout ce qui représente jusqu'à 1 million de dollars en valeur, même un costume de George Washington, croyez-le ou non. Donc, en réalité, alors que la plupart des gens pensent que devenir riche est synonyme avec un niveau de revenu massif, eh bien pour la plupart des millionnaires, ce n'est pas nécessairement le cas. Au lieu, c'est le fait de posséder des actifs qui ont une valeur marchande qui est appréciée au fil du temps et qui crée des revenus qui mènent à la création du plus grand nombre de millionnaires, comme vous cherchez probablement à le devenir si vous regardez cette vidéo. En fait, c'est la raison pour laquelle 2,2 millions de nouveaux millionnaires ont été créés en 2019 et 2021 et encore plus sont apparus au cours des 2 dernières années avec le prix des actions et de l'immobilier qui ont atteint des nouveaux sommets. Mais ne vous inquiétez pas, nous en discuterons en détail comment vous pouvez mettre cela en œuvre dans votre propre vie sous peu. Hey, salut tout le monde, c'est Griffin ici et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler de certaines tactiques et stratégies que tout le monde peut mettre en œuvre dans ses finances personnelles et ses investissements, même si vous gagnez 30 000 $ par année ou 150 000 $ par année en travaillant vers votre propre valeur nette d'1 million de dollars. Donc ceci étant dit, nous allons examiner 2 façons concrètes pour devenir millionnaire en travaillant dans votre emploi actuel et sans nécessairement gagner une tonne d'argent ni devenir gestionnaire de fonds spéculatifs. Allons-y. Avant de pouvoir parler de la façon d'atteindre des niveaux élevés de richesse, nous devons considérer un facteur principal que tant de gens semblent ignorer, probablement parce que c'est si simple et c'est le contrôle. Le contrôle de vos habitudes financières et le contrôle de votre taux d'épargne, car à moins de commencer une nouvelle entreprise avec le but de la vendre un jour pour des millions de dollars d'un seul coup, ce n'est tout simplement pas comment la majorité des 25 millions de millionnaires en Amérique du Nord ont atteint l'objectif, c'est plutôt au fil de plusieurs années en contrôle de leurs économies et de leurs investissements. Il est donc primordial d'augmenter vos connaissances financières et de mieux comprendre vos revenus, vos dépenses et votre taux d'épargne à des fins d'investissement dans tout ce processus. Rappelez-vous toujours que le contrôle est ce qui crée des résultats financiers parce que l'argent n'aime pas être ignoré. Une fois que vous aurez mieux vérifié vos propres finances personnelles et compris exactement combien de revenus entrent par rapport à quel montant quitte vos comptes chaque mois pour vos frais de subsistance, bien à ce moment, l'une des meilleures façons de rester en ligne avec vos investissements est de simplement supprimer toute friction et d'automatiser vos investissements. Je sais que c'est pas nouveau, mais sérieusement, si vous faites partie des quelques 70% de la population adulte qui a un emploi, vous avez généralement une très bonne idée de votre niveau de revenu et du montant que vous pouvez alors économiser chaque mois, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile d'estimer précisément quel montant vous pouvez économiser et investir chaque mois. Même si vous commencez avec seulement 50 $ par mois, c'est un excellent moyen d'adopter le bon état d'esprit et les bonnes habitudes financières. Et c'est la constance qui conduit à une croissance composée beaucoup plus élevée de la valeur de vos actifs. En parlant de croissance composée, parlons-en un peu plus. Alors, ce que beaucoup des modèles financiers projetés ne prennent pas en compte, c'est qu'ils regardent simplement la valeur nominale de 1 million de dollars pour être considéré comme un millionnaire, plutôt que de regarder réellement une valeur ajustée en fonction de l'inflation pour ce quoi ressemblera 1 million de dollars au fil des années versus ce que ça représente aujourd'hui. Parce qu'évidemment, 1 million de dollars en 2023 a un pouvoir d'achat complètement différent que 1 million de dollars en 1980, tout autant qu'il aura un pouvoir d'achat différent en 2050. En 1980, 1 million de dollars valait l'équivalent d'environ 3,6 millions de dollars en 2022 et avec les niveaux d'inflation que nous avons constatés récemment, il ne serait pas surprenant qu'1 million de dollars est aujourd'hui l'équivalent du pouvoir d'achat de plus de 2,5 millions de dollars ou plus en 2050. Donc tout cela pour dire qu'atteindre une valeur nette d'1 million de dollars à la retraite est un objectif fantastique, mais c'est plutôt ce que représente ce million de dollars en pouvoir d'achat qui compte vraiment en bout de ligne. Et donc si vous êtes dans la vingtaine ou la trentaine en ce moment, créer un plan financier qui vous permettra réellement d'atteindre une valeur nette qui dépasse largement 1 million de dollars est probablement ce que vous recherchez vraiment.
Peu importe, il existe plusieurs façons d'atteindre cet objectif qui ont tout à voir avec une combinaison de vos sources de revenus et de vos investissements. Le moyen le plus simple pour la plupart des gens de commencer à investir et de faire fructifier leur argent est d'investir dans des fonds de placement à bas frais dans le marché boursier, ce qui peut sembler un peu ennuyeux, mais sérieusement, c'est le meilleur plan d'action pour plus de 95% des investisseurs qui ne vont pas commencer à faire l'analyse complète de leurs investissements. Même Warren Buffett est d'accord avec ça. Considérant maintenant que les fonds négociés à la bourse à faible coût peuvent prendre plusieurs formes, il est difficile pour moi de déterminer exactement pour vous combien vous auriez besoin d'investir chaque mois en moyenne pour atteindre un portefeuille de 1 million de dollars à l'âge de 65 ans. Mais considérons les rendements de l'un des FNB les plus populaires disponibles, le SPY, qui suit l'indice S&P 500, et même malgré cette année terrible qu'on vient d'avoir, il y a des rendements annuels moyens de 9,7% depuis sa création en 1993, ce qui, sérieusement, est assez difficile à réaliser régulièrement sur plusieurs années avec une stratégie d'investissement active. Donc, compte tenu de ces rendements annuels moyens, quelqu'un commençant à investir à l'âge de 25 ans au cours des 40 prochaines années devrait investir en moyenne environ 200 $ par mois dans ce FNB pour atteindre une valeur de portefeuille supérieure à 1 million de dollars. Mais bien sûr, compte tenu de l'inflation et qu'un million de dollars aujourd'hui vaudra probablement dans les eaux de 2,7 millions de dollars dans 40 ans, eh bien, vous devrez investir en moyenne environ 525 $ par mois pour atteindre le même niveau de pouvoir d'achat que le 1 million de dollars aujourd'hui. Et qu'est-ce qui arrive si vous avez actuellement 35 ans, ce qui signifie une retraite dans 30 ans, et encore une fois, compte tenu de l'appréciation annuelle moyenne de 9,75% pour le FNB SPY, vous devrez investir en moyenne environ 520 $ par mois pour atteindre une valeur de portefeuille d'une valeur de plus de 1 million de dollars. Et compte tenu de l'inflation et que 1 million de dollars aujourd'hui vaudra probablement dans les eaux de 2,1 millions de dollars dans 30 ans, eh bien, vous devez investir en moyenne environ 1050 $ par mois pour atteindre le même niveau de pouvoir d'achat que le 1 million de dollars aujourd'hui. Mais ce que nous pouvons tirer des exemples précédents, c'est qu'essentiellement, plus vous êtes tard dans la vie, plus vous devez rattraper votre retard car vous avez moins de croissance composée dont vous pouvez profiter. Maintenant, si vous voulez atteindre le statut de millionnaire en investissant dans le marché boursier, vous devez vous assurer que vous considérez également les implications des impôts, car les impôts auront un impact important sur votre progression vers la richesse. Donc, c'est ici qu'entrent en jeu les comptes à l'abri de l'impôt, tels que le CELI ainsi que le REER au Canada. Essentiellement, le CELI permet à la valeur de vos investissements et de vos revenus de dividendes de croître à l'abri de l'impôt, de sorte que des comptes d'investissement qui valent plus d'1 million de dollars ne seraient pas soumis à l'impôt 30 ou 40 ans dans le futur lorsque vous commencerez à en retirer à la retraite. Ceci étant dit, le CELI a des limites de cotisation annuelles, souvent l'équivalent d'environ 500 $ par mois, ce qui signifie que selon votre âge actuel, vous pouvez ou non être en mesure d'atteindre pleinement votre objectif de valeur nette libre d'impôt, c'est quelque chose à considérer. La deuxième étape pour devenir un millionnaire ne se limite pas à seulement investir quelques centaines de dollars par mois à la bourse. La plupart des gens aspirent à un moment donné dans leur vie de devenir propriétaire d'une maison et potentiellement même d'investir dans l'immobilier en possédant quelques immeubles locatifs pour augmenter davantage leurs investissements. Mais pour cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur le fait de posséder une maison. Vous pouvez regarder cette playlist que j'ai sur mon autre compte YouTube pour avoir plus d'informations sur l'investissement immobilier. La réalité, c'est que indépendamment de ce que vous pourrez croire en regardant des vidéos en ligne de personnes vantant les avantages de la location à long terme, les données sur la valeur nette des locataires par rapport aux propriétaires sont indéniablement favorables aux propriétaires. En fait, les données montrent que la valeur nette médiane aux États-Unis d'un locataire n'était que de 6 300 $, alors que la valeur nette d'un propriétaire était de 255 000 $, et ça c'était en 2019. Au courant des quelques dernières années, ce gap serait devenu significativement plus grand.
La principale raison est que sur papier, louer peut souvent faire plus de sens fiscal contrairement à l'achat où en théorie, tu pourrais économiser plus chaque mois et investir la différence dans la bourse, mais ce n'est pas une façon nécessairement réaliste de voir les choses. Les humains ont tendance à surestimer leur capacité d'investir l'excédent de leur liquidité chaque mois dans d'autres investissements, comme dans la bourse par exemple, mais pas sur 12 mois. Ce qui est important pour cette stratégie, c'est maintenir cette constance pour des dizaines d'années, alors que manquer un versement hypothécaire a des conséquences financières beaucoup plus importantes. En plus de ceci, la plupart des milliardaires sont créés grâce à des capitaux propres en immobilier, pas dans le marché boursier et non par des fonds fiduciaires. Il suffit même d'acheter une seule propriété et de la rembourser sur plusieurs décennies alors qu'elle prend également de la valeur, ce qui a un impact positif sur votre valeur nette. Les valeurs des propriétés ont connu des immenses fluctuations depuis le début de la pandémie et nous voyons en ce moment la valeur des propriétés descendre en conséquence, mais même en tenant compte des augmentations annuelles moyennes beaucoup plus conservatrices des propriétés de disons 4% par année, c'est énorme lorsque vous prenez en compte l'effet levier d'une mise de fonds traditionnelle de disons 20% pour acheter l'immeuble. Voici un exemple. Les hypothèques canadiennes de la plupart des personnes sont sur une période de 25 ans, donc si l'on considère que quelqu'un a acheté une maison en 1997, elle serait maintenant remboursée. Et le prix moyen d'une maison en 1997 où j'habite était de 144 000 $, tandis qu'aujourd'hui, il se situe maintenant au-dessus de 600 000 $, ce qui signifie que vous auriez une valeur nette supérieure à 600 000 $ sans avoir investi dans quoi que ce soit d'autre et vous auriez entièrement éliminé votre plus grosse dépense mensuelle. Et ce que beaucoup de personnes oublient de considérer, c'est que même si les scénarios entre louer versus acheter une maison vont différer énormément de personne en personne, dépendamment de leur âge, niveau de mise de fonds, la valeur des propriétés moyennes où qu'ils habitent, etc. Ben, ce qui est souvent pas considéré, c'est le fait que au courant des années, disons 25 ans, qui est l'amortissement moyen d'une maison au Canada, ben, en 25 ans, le prix moyen des loyers va aussi avoir augmenté significativement, d'au moins 2 fois, probablement 3 fois. Donc, après 25 ans, un locataire va payer 3 fois plus par mois en loyer mensuel versus le propriétaire a une maison toute payée. Et voici un tableau que j'aime énormément qui démontre en moyenne la partie d'une valeur nette de personnes qui ont une valeur nette de moins d'1 million de dollars où qu'on voit clairement que la résidence principale représente une énorme partie de la valeur nette médiane. Ceci étant dit, l'âge moyen des acheteurs d'une première maison est de maintenant 36 ans. Donc, si vous n'êtes pas encore là, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, mais continuez à économiser pour votre première propriété qui est presque toujours l'une des meilleures décisions financières que vous puissiez prendre et avec des options de faible mise de fonds dans les 5%, ça devient plus envisageable. Et si vous décidez d'acheter un immeuble à revenu, vous ne payez même pas les dépenses, ce sont les locataires qui achètent l'actif pour vous. Si vous voulez en savoir davantage sur l'investissement dans la bourse, je vous encouragerais d'aller regarder mes 2 cours complètement gratuits disponibles sur Skillshare. Le premier est plus de 8 heures de contenu qui va vous permettre de comprendre exactement comment naviguer la bourse par vous-même. Et le deuxième est un cours plus récent que j'ai créé qui se concentre sur les dividendes et investir à la bourse pour obtenir un revenu de dividendes. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Un like si oui et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.